Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Les vraies voix qui font bouger la France, bienvenue, les voix de la politique en ce lundi soir. Et je vous présente tout de suite nos voix de la politique, Nicolas Corato qui est avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Fondateur, président du comité de réflexion Place de la République, et le livre de Nicolas Corato, Grande plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence depuis le 15e siècle, c'est aux éditions Heredium. Frédéric Sinclair est avec nous, politologue. Bonsoir monsieur Sinclair. Bonsoir. Bonsoir à vous, bienvenue. Je cite vos livres également, il y en a deux, La refondation de la droite et La droite face à l'islam. Les deux livres, c'est aux éditions Salvator. Alors, deux sujets ce soir, deux sujets pour débattre avec vous évidemment au 0826 300 300. Dans quelques minutes, Jean-Luc Mélenchon qui tiendra son premier grand meeting, ce sera en octobre. Et Jean-Luc Mélenchon qui dévoile petit à petit ses idées, son programme. Le patron de la France Insoumise qui souhaite geler les prix, augmenter le SMIC de 1100 à 1400 euros net. De son côté, Anne Hidalgo, qui s'est déclarée candidate hier, souhaite doubler le salaire des enseignants. Est-ce que ces propositions sont crédibles ou alors démago? Là encore, j'attends vos réactions. 0826 300 300. On va en débattre dans la deuxième partie de cette émission. Mais dans l'immédiat, focus sur Éric Zemmour, qui fait à chaque fois et chaque jour un pas de plus vers la candidature. La déclaration d'Éric Zemmour, on va y revenir, c'était il y a 2 semaines. Souvenez-vous, écoutez. Marine Le Pen, elle a un socle très, très solide, mais vous avez vu, elle a déjà perdu 5 points dans les sondages. L'échec au régional a été un très mauvais coup pour elle. Et tout le monde a compris au RN qu'elle ne gagnerait jamais. Voilà, tout le monde a compris qu'elle ne gagnerait jamais de son côté. Et c'était à Fréjus. Hier, Marine Le Pen a ironisé sur le mythe du troisième homme, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Est-ce que ce sont les meilleurs ennemis, Frédéric Sinclair? Il y a en tout cas une inimitié affichée du côté d'Éric Zemmour qui tacle ouvertement Marine Le Pen de façon régulière. Et en revanche, dans son interview de rentrée sur TF1, Marine Le Pen a réaffirmé le fait qu'elle n'avait pas d'ennemis ni même d'adversaires dans son camp, dans le camp des nationaux. Donc en réalité, il y a un déséquilibre en termes d'amis-ennemis. Éric Zemmour, pour se faire une place, a décidé qu'il fallait fracasser, pour le dire trivialement, le socle de Marine Le Pen. En revanche, Marine Le Pen, qui elle cherche à rassembler, parce qu'elle espère bien conserver sa place de première opposante à Emmanuel Macron, eh bien en cherchant à rassembler, elle ne peut bien évidemment pas tacler de la même façon Éric Zemmour. Donc elle l'inclue, elle cherche à l'attirer à elle. Et ça l'oblige d'être un peu plus à droite, Marine Le Pen, parce que vous le dites, Frédéric Sinclair, elle essaie de rassembler Marine Le Pen, de s'écarter de sa droite extrême. Là, avec Éric Zemmour et avec tout ce que dit Éric Zemmour, elle est obligée de durcir son discours, non, Nicolas Corato? C'est pas aussi simple que ça, parce que c'est peut-être la première fois que l'extrême droite travaille sérieusement à son accession au pouvoir. Et que le Rassemblement national s'est projeté dans, je dirais, une démarche responsable de parti de gouvernement. Tout ça reste à voir, je mets des guillemets partout et du conditionnel. Et d'une certaine manière, on a vu Marine Le Pen, depuis ces derniers mois, se républicaniser. Non seulement se dédiaboliser, ça c'était déjà en cours, mais se notabiliser. Finalement, il lui manquait plus que la Légion d'honneur, et puis on était prête à la reconnaître comme une notable républicaine. L'arrivée de Zemmour, il produit 2 choses. D'abord, c'est la fissure de ce rêve de l'extrême droite d'accession au pouvoir, c'est-à-dire qu'il est clair qu'avec Éric Zemmour, les chances de Marine Le Pen d'accéder au pouvoir s'amenuisent d'autant plus, et qu'il fracture, il vient diviser finalement ce camp de l'extrême droite, qui n'est pas aussi homogène que ça non plus, mais Zemmour est le diffuseur de l'extrême droite. Et donc je ne sais pas ce que ça va produire sur Marine Le Pen, c'est-à-dire que soit elle le cantonne à ce rôle de division, et elle le marginalise et il se radicalisera tout seul, soit elle le suit dans la radicalisation qu'il propose, et à ce moment-là, elle risque de perdre tout le travail qu'elle a fourni depuis 2017, avec quand même, on parle beaucoup des régionales, mais un certain nombre de résultats. C'est-à-dire que quand même, Marine Le Pen, malgré le débat de 2017, a réussi à garder son parti, a réussi à garder une partie de son électorat, en tout cas dans les sondages, et puis surtout à continuer le travail d'idéologie politique qui fait que ces idées sont devenues non pas majoritaires, mais quand même quasi majoritaires, notamment à droite. Regardez aujourd'hui les débats sur lesquels sont ces petits amis des Républicains, débats qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à ceux du Rassemblement national d'il y a 3-4 ans. Frédéric Sinclair, vous êtes d'accord avec l'analyse de Nicolas Corato ?
Oui, partiellement. Les points d'accord sur la rencontre idéologique finalement des droites autour d'un programme dont Marine Le Pen aujourd'hui a presque l'exclusivité parce qu'elle a une ancienneté que les autres, entre guillemets, n'ont pas, si on fait abstraction du fait que le programme de Marine Le Pen aujourd'hui est un peu plus soft que celui du RPR des années 90. Donc voilà, mais on sent bien qu'il y a une base commune, comme le rappelait Nicolas Corato. Il y a la droite aujourd'hui qui cherche à se durcir sur la question régalienne parce qu'elle a bien compris que c'est sur cette question-là qu'elle allait faire la différence avec Emmanuel Macron. Ils ont un programme économique qui est quand même relativement proche. Donc c'est sur la question régalienne qu'il faut répondre aux manquements de l'actuel gouvernement pour proposer quelque chose de neuf qui sensiblement devrait séduire les électeurs. Sauf que là encore, l'ancienne répétée chaque fois par Marine Le Pen, on préfère toujours l'original à la copie, va encore une fois marquer des points parce qu'évidemment, Marine Le Pen, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir découvert la question de l'immigration et de l'islam la semaine dernière. Est-ce que c'est possible, on peut imaginer une alliance, un soutien d'Éric Zemmour à Marine Le Pen entre les deux tours? Est-ce que ça peut s'imaginer? Tiens, s'ils vont dîner ensemble, si jamais Robert Ménard organise un dîner entre les deux tours, est-ce qu'on peut l'imaginer ça? Je vous invite à Manuel Valls, mais je lui pique la formule. Je pense que ces extrêmes droites-là sont irréconciliables. Et qu'il y a à l'extrême droite une rupture qu'on a vue entre Marine Le Pen et sa nièce, Marion Maréchal, entre finalement les tenants d'une extrême droite, je dirais lyrique, un peu utopique, avec la remigration, bref, une extrême droite qui n'est pas une extrême droite de gouvernement, ce que nous propose Éric Zemmour. Au mieux, c'est la guerre civile. Au pire, c'est la dislocation dès le début du quinquennat de la France. Donc, il n'est pas dans une logique de gouvernement. D'ailleurs, il ne se définit pas nécessairement comme un républicain. Il ne reconnaît pas nécessairement les institutions de la Ve République. Donc, une extrême droite de gouvernement que Marine Le Pen n'a de cesse de construire depuis qu'elle a repris le parti à son père. Et donc, c'est des années de travail qui sont aujourd'hui remises en cause. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus de différences entre Marine Le Pen et Éric Zemmour qu'il y en a, pour reprendre ce que disait Frédéric Sinclair, qu'entre Marine Le Pen et un élu des Républicains aujourd'hui. Ce qui est étonnant, c'est qu'en revanche, les Républicains ont bien compris l'avantage qu'ils pouvaient avoir aussi à avoir émergé une candidature d'Éric Zemmour. Alors, sur le programme, parce que Éric Zemmour, à part la sécurité et l'immigration, on l'entend pas beaucoup. Par exemple, on l'entend pas sur le pouvoir d'achat ou sur la crise du Covid. Éric Zemmour, est-ce que finalement la campagne présidentielle, on pense tous que ça va se jouer sur la sécurité? Est-ce qu'elle va pas se jouer sur le pouvoir d'achat, par exemple, sur la crise du Covid, Frédéric Sinclair? Est-ce qu'il ne se trompe pas de sujet, Éric Zemmour? Alors, Éric Zemmour, tout d'abord, il n'est pas encore candidat, et ça c'est un point important, parce que, sachant qu'il n'est pas candidat déclaré, il n'a pas d'obligation de parler à l'ensemble des Français et de déployer un programme complet. Ensuite, il a véritablement une pensée complexe. Les Français pourront probablement lui reprocher un certain nombre de choses, mais pas le fait d'être un intellectuel brillant et d'avoir développé pendant ces 2 dernières années sur CNews une forme de commentaire politique qui est structurée et aussi qui est basée sur une connaissance approfondie de l'histoire et une culture générale relativement étoffée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, tout à l'heure, quand Alexandre de Corato disait qu'il n'était pas républicain ou il se tenait à la frontière de la Ve République, là encore une fois, il serait sur votre plateau et vous dirait que c'est pas vrai. Il vous dirait que c'est lui le seul républicain, qu'il reconnaît la République, que la Ve République, la seule chose qui lui pose problème, c'est les modifications qui ont été faites depuis De Gaulle, au niveau des droits accordés au Conseil constitutionnel, au niveau probablement de cet article 55 qui a été dévoyé et qui soumet la souveraineté française aux souverainetés européennes et internationales, c'est-à-dire au droit international, et donc qui dépouille le peuple français d'une partie de sa souveraineté. Donc, encore une fois, la pensée d'Éric Zemmour est suffisamment complexe pour créer, indépendamment de ses opposants politiques, une barrière, parce qu'il va falloir énormément de pédagogie sur ces sujets qui sont ces sujets phares régaliens et qu'il a en commun avec Marine Le Pen,
Il va falloir énormément de pédagogie pour qu'il arrive à se faire comprendre et qu'il arrive à convaincre qu'il a une spécificité, une différence. Éric Zemmour, qui passe son temps à essayer de réhabiliter la France de Vichy, Pétain et Maurice Papon dans son dernier livre, en réalité est profondément gaulliste. Et donc, il y a encore une fois, une ambiguïté, une complexité, une difficulté à le cerner que même parfois les journalistes sur le plateau ne parviennent pas à démêler. Donc, la première difficulté d'Éric Zemmour, avant même de parler de son programme économique, avant même de parler de son approche sociale, c'est déjà de se faire comprendre sur ces sujets, d'arriver à démêler cette pensée véritablement complexe. Il a vraiment un profil d'intellectuel, ce que n'a pas Marine Le Pen. Alors, donc le message de Marine Le Pen, c'est toujours le même. Et sur les questions économiques, elle est très claire. Hein. C'est les petites entreprises, les TPE-PME, les artisans, les agriculteurs. Donc ça, le message est passé. On est sur une logique très, très sociale. Éric Zemmour, semble-t-il, ne sera pas sur la même. Il sera probablement plus proche d'une ligne Marion Maréchal. Je vous voyais tiquer, Nicolas Corato. Zemmour, un intellectuel brillant, gaulliste, je veux pas qu'on a du mal à comprendre. Sur le sujet, mais je ne suis pas d'accord avec Frédéric Sinclair, mais ça ne vous étonnera pas. Ouais. Souvent, les pensées complexes sont des pensées médiocres et je ne fais pas référence à la pensée complexe d'Éric Zemmour. On a qualifié d'autres pensées complexes ces derniers temps et on a vu à quel point parfois elles nous amenaient dans des impasses. Moi, je pense que Éric Zemmour est un intellectuel d'un temps médiatique nouveau, un intellectuel qui finalement n'est jamais dans le débat et est toujours en situation de monologue, servi aujourd'hui par des systèmes de communication qui favorisent ce débat qui n'est plus qu'un débat avec soi-même. En tout cas, voilà. En tout cas, s'il se présente, il va devoir débattre. Oui, il va devoir débattre. Il va devoir débattre peut-être avec aussi des personnalités politiques peut-être moins complexes que lui en termes d'intellectualisme, mais peut-être plus performantes en termes de politique. Moi, je voulais revenir sur le thème parce qu'effectivement, chez Éric Zemmour, il y a un postulat et il y a un programme unique, pour reprendre un vieux terme. Le postulat, c'est le grand remplacement. Le programme unique, c'est la remigration. Et tout part de là. C'est-à-dire que vous allez lui parler d'éducation, il va vous dire, oui, mais préalablement, il faut en finir avec l'immigration. On verra comment on pourra payer l'éducation des petits Français, plutôt blonds et voilà. Il va vous allez lui parler de pouvoir d'achat. Voilà. Donc, on est tout le temps sur ce postulat qui fait qu'à un moment, on n'est plus dans le réel et on n'est plus dans le concret. Or, moi, je pense, et ça, on peut peut-être le partager, que nous ne connaissons pas aujourd'hui le thème sur lequel les Français vont cristalliser leur vote au mois d'avril prochain. Et ça, personne ne peut prédire. Alors, on dit beaucoup la sécurité, mais peut-être que ce sera le pouvoir d'achat. Peut-être que si l'inflation monte au-dessus de 2%, il y aura un vrai sujet aujourd'hui de pouvoir d'achat. Il y aura un vrai sujet pour les épargnants français qui vont voir leur épargne petit à petit se déliter si l'inflation revient. Et on pense que l'inflation va revenir. Hier, vous aviez François Bayrou invité sur France Inter qui expliquait que lui, le grand apôtre du remboursement de la dette, expliquait que, et c'est la première fois qu'il le disait, que la dette, on allait la rembourser non pas en faisant des efforts personnels, mais grâce à la croissance et grâce à la consommation. Ce qui veut dire que François Bayrou, qui est au cœur de la majorité présidentielle actuelle, veut de l'inflation. L'inflation, c'est moins d'épargne pour les Français et c'est moins de pouvoir d'achat pour les Français. Voilà peut-être un sujet de campagne. Et sur ce sujet de campagne, vous le voyez bien, si Éric Zemmour revient en disant la solution, c'est la remigration, mais les Français, c'est aujourd'hui qu'ils perdent de l'argent. Ils n'ont pas envie que ça dure pendant 10 ans encore. C'est aujourd'hui qu'ils ont du mal à boucler les fins de mois. Et c'est peut-être pas en attendant que le dernier arabe soit rentré au Maghreb qui pourront faire fi à Éric Zemmour de trouver des solutions. Pardon d'être cru, mais les Français ont certainement des préoccupations qui nous échappent, qui sont des signaux faibles qu'on ne voit pas monter et qui à un moment explosent. Le pouvoir d'achat en est un, je ne suis pas persuadé que ce soit nécessairement celui qui effleurera. Mais je ne suis pas sûr que l'agenda d'Éric Zemmour soit l'agenda des Français. Alors, pour conclure, Éric Zemmour, alors déjà n'a plus d'émission sur CNews puisqu'elle est arrêtée ce soir, puisque le CSA a décidé à demander aux médias de compter le temps de parole d'Éric Zemmour et c'est très compliqué pour CNews. Donc il se retrouve sans émission, il va faire une tournée avec son livre. D'ailleurs, au passage, vous avez remarqué que la pochette de son livre, c'est un peu une affiche de campagne. Donc on a bien compris que ce livre, c'était finalement sa campagne présidentielle. Il devrait... Alors quand la candidature d'Éric Zemmour? Déjà, est-ce qu'on peut s'attendre à une surprise? Zemmour qui ne se présente pas, Frédéric Sinclair? Est-ce que c'est encore possible, ça? Je pense qu'il ne faut pas l'écarter, même si ça devient de moins en moins probable. Ouais. Nicolas Corato. Et s'il n'était pas candidat? Je pense qu'Éric Zemmour qui est un homme intelligent, je l'imagine, doit peser le pour-courant. Il a beaucoup à perdre dans cette campagne.
Il a beaucoup à perdre. Il ne s'agirait pas uniquement pour lui de perdre une campagne présidentielle. Il perd beaucoup. Il perd de son statut, il perd de ses soutiens. Il perd de sa surface médiatique, on le voit déjà, ça a déjà commencé. Il va se retrouver finalement comme un homme politique normal et voir à quel point c'est beaucoup plus difficile qu'il ne l'imaginait quand il est critiqué bien au chaud sur le plateau de CNews. Il les aura, ces parrainages, ou pas ? Moi, je veux croire au sens de la République des maires de France. Ouais. Frédéric Sinclair, pour conclure là-dessus. Oui, donc moi je pense qu'il a globalement les qualité intellectuelle d'un chef d'État, ça ne fait aucun doute. Et aujourd'hui, quand dans Valeurs Actuelles, Tugdual Denis fait un papier sur le désaveu et le désamour de ces journalistes vis-à-vis du personnel politique qui préfèrent aller interviewer des ingénieurs ou des hommes de la rue plutôt que des responsables politiques parce que ils n'ont pas suffisamment de substance, il répond quelque part à un vide. Ensuite, il y a un certain nombre de questions qui se posent autour d'Éric Zemmour. Le nombre de parrainages, probablement que ça va être difficile, mais c'est envisageable. Les financements, ça va être aussi difficile parce qu'une campagne, ça coûte entre 10 et 20 millions. Donc ça, il faut les trouver quand même. Mais je pense que c'est trouvable. En revanche, il y a un certain nombre d'obstacles qui vont se poser. Il y en a un stratégique qu'on n'a pas évoqué. Mais si Marine Le Pen, demain, parvient à rallier à elle un certain nombre de petits partis qu'on n'évoque plus trop aujourd'hui. Il y a quand même Jean-Frédéric Poisson, qui est un des acteurs de cette droite et qui cristallise un certain nombre de votes. Il y a Nicolas Dupont-Aignan qui fait exactement la même chose. Alors je ne pense pas qu'elle puisse rallier Florian Philippot qui a claqué la porte, mais si elle fait enfin un vrai travail en direction de cette droite dite hors les murs ou périphérique et qui aujourd'hui capte quelques pourcents et qui parvient comme ça avec ce travail à isoler un peu Éric Zemmour, ça ne sera pas facile, mais c'est envisageable, eh bien il va peut-être se créer un rapport de force qui va le pousser à renoncer. Je ne crois pas, contrairement à ce que disait Alexandre de Corato, qu'il est temps que ça à perdre. Je pense qu'en réalité, il pourrait, il pourrait retrouver un statut d'intellectuel ou médiatique assez facilement en cas de désistement. En revanche, ce qu'il ne fera pas, parce que quand on l'écoute parler, c'est déjà très clair, ce qu'il ne fera pas, c'est devenir ministre d'un autre président, c'est pas son job. Il a expliqué à Pascal Praud, pas plus tard que ce matin, c'est pas son job non plus de devenir un président de parti qui ne fait vivre son parti que pour permettre à quelques individus de boucler leur fin de mois. Donc typiquement, la politique en tant que telle, ça ne l'intéresse pas tant que ça. Ouais. Il est plus dans la métapolitique. Donc j'ai un doute en fait sur son engagement à cause de ça. Allez, on va s'arrêter un court instant. Notre prochain débat, on va revenir sur les propositions de Jean-Luc Mélenchon et d'Anne Hidalgo. Sont-ils crédibles ou démagos? Le patron de la France Insoumise, par exemple, veut geler les prix de première nécessité, augmenter le SMIC de 300 €. La maire de Paris, elle veut doubler le salaire des professeurs. Est-ce que c'est réalisable? On en discute avec vous, Frédéric Sinclair, et avec Nicolas Corato. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Et ce soir, ce sont les voix de la politique avec Nicolas Corato qui est avec nous, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Le livre de Nicolas Corato, Grande plaidoirie, grand procès, l'art de l'éloquence depuis le XVe siècle. C'est aux éditions Heredium. Le politologue Frédéric Sinclair nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. 2 livres, La refondation de la droite face à l'islam, c'est aux éditions Salvator. Jean-Luc Mélenchon qui tiendra donc son premier grand meeting, ce sera en octobre, et qui depuis quelques jours aligne les propositions sociales. Tiens, dans un entretien au JDD, il défend, Jean-Luc Mélenchon, une loi d'urgence sociale. Il veut bloquer les prix sur les produits de première nécessité. Il veut augmenter le SMIC, Jean-Luc Mélenchon, une belle augmentation, 300 € de plus, de 1100 actuellement à 1400 €. Le patron de la France Insoumise veut également décréter, écoutez bien, une année blanche pour les profits du CAC 40. Tout ce qui excède la progression moyenne du CAC 40 est réquisitionné. La manne de plus de 50 milliards d'euros, c'est comme ça qu'il l'a chiffré, qui servira à financer 1 million d'emplois. Et puis Anne Hidalgo, de son côté, qui s'est déclarée candidate à la présidentielle hier et qui souhaite doubler le salaire des enseignants. Proposition crédible, réalisable selon vous, ou alors complètement démago? Tiens, c'est la foire du trône de la démagogie, c'est ce qu'a dit le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Il parlait évidemment de l'augmentation de salaire des enseignants. Nicolas Corato, on a l'impression que quand on se présente à la présidentielle,
présidentielle, c'est celui qui aura la proposition la plus populiste d'une part, parce que doubler le salaire des enseignants, geler les prix, c'est quand même assez populiste. Est-ce que vous pensez qu'ils pensent, ces hommes politiques, que c'est pas vraiment crédible et réalisable, mais c'est pas grave, ça passe, on le propose quand même? Mon cher Philippe, je suis pas d'accord avec vous. Alors geler les prix, je suis d'accord avec vous. C'est pas populiste. Ils sont fidèles à leur école de pensée, et à leur camp politique. Que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon propose d'augmenter substantiellement le SMIC, c'est pas nouveau. Ça fait 20 ans qu'à l'extrême gauche, on propose, et qu'à gauche, de la gauche, on propose d'augmenter le SMIC. La lutte contre l'inflation, c'est pas populiste, c'est les programmes de gauche. L'idée de redistribuer la croissance vis-à-vis des salaires, c'est typiquement une action de gauche. Aujourd'hui, quel est le constat que fait Jean-Luc Mélenchon et que fait, j'imagine, Anne Hidalgo? On est dans un pays à 6% de croissance. La question de la redistribution de cette croissance se pose. Et la gauche a quelque chose à dire par rapport à ça. La difficulté, c'est d'où vient cette croissance. On ne sait pas trop aujourd'hui. Les économistes, d'ailleurs, ne l'avaient pas vu venir. Est-ce que c'est l'hélicoptère monnaie qu'agitent les gouvernements, et notamment celui d'Emmanuel Macron depuis bientôt 1 an et demi, qui fait que l'argent ruisselle enfin sur tout le monde et non plus sur quelques-uns, et que ça crée de la consommation qui crée la croissance? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus structurel? Auquel cas, il faudra effectivement réfléchir. Et il y aura une tension sur les salaires. La question salariale va se poser dans ce pays dans les semaines qui viennent. Et quand vous parlez de Jean-Michel Blanquer qui dit que c'est populiste, mais souvenez-vous, il y a 1 an, Jean-Michel Blanquer, empêtré dans l'affaire des retraites, était allé chercher quémander quoi à l'Élysée? L'augmentation salariale pour les professeurs et tous les enseignants. Donc il est plus populiste peut-être qu'il ne l'était il y a 1 an. Donc la question des salaires, elle est normale dans le monde d'après. On l'avait prévu, on l'avait anticipé. Ça fait partie des questions qui doivent être posées. Comment on redistribue les fruits de cette croissance après 1 an et demi de tension sociale, après 1 million de nouveaux pauvres? Et donc on est passé à plus de 10 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Cette question du pouvoir d'achat et des salaires, elle est désormais au centre du débat politique. Et c'est normal. Frédéric Sinclair. Oui, alors que la question du pouvoir d'achat soit au centre des questionnements et j'allais dire des attentes des Français, c'est pas nouveau. Mais la question qui est posée, à mon avis, c'est pas celle-là. La question qui est posée, c'est comment on répond finalement à cette attente. Comment on rend du pouvoir d'achat aux Français. Et là, pour le coup, je vais être d'accord avec Nicolas Courado. Il y a une continuité idéologique sans faille dans le positionnement de Jean-Luc Mélenchon, pour qui l'ennemi, c'est le grand capital. Et donc, à partir du moment où l'ennemi, c'est le grand capital, on va taxer fort le grand capital. Hein, vous l'avez dit vous-même, il y a un moment où on prive les entreprises du CAC 40 de leurs bénéfices et on l'injecte dans la société civile. Donc, dans la société civile, on le rend en matière d'emploi au travers de l'État pour fabriquer finalement de l'emploi artificiel, entre guillemets, c'est-à-dire qui ne correspond pas à une réelle demande du marché. Donc, la vraie question, à mon avis, une fois qu'on a dit ça, c'est est-ce que c'est juste faisable? C'est-à-dire, est-ce que la France est une île? Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui d'augmenter de 300 €, voire de doubler le salaire des enseignants Et est-ce qu'on peut se permettre de dire à l'ensemble des entreprises du CAC 40, l'année prochaine, année blanche, il n'y a pas de bénéfice, on va créer de l'emploi, puis on peut se poser la question d'ailleurs, parce que cet emploi-là, il va quand même falloir le payer à long terme, donc on fait comment les années suivantes? Et c'est là finalement que la critique de démagogie tombe de la part des personnels politiques en place, qui sont tous globalement aujourd'hui plus ou moins libéraux économiquement, alors sociaux-libéraux pour certains, sociaux-démocrates pour d'autres, mais ils ont tous une approche qui consiste à dire mais non, c'est l'économie de marché qui décide des choses. Alors on peut imaginer la modérer un tout petit peu, soit par des instances nationales, soit par des instances supranationales, de manière à favoriser la redistribution, de manière à limiter les distorsions dans le marché, mais on ne peut pas créer artificiellement de la monnaie, parce que c'est inflationniste. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon le sait très bien. S'il commence à distribuer de l'argent gratuitement, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont monter. C'est pour ça qu'il dit on va fixer les prix de première nécessité.
Alors, pour être concret, puisque vous parlez du salaire des enseignants, et Jean-Michel Blanquer l'a chiffré, on lui fait confiance, 150 milliards d'euros, ça coûterait à la fin du quinquennat. Oui, il voulait en mettre 90 milliards sur la table il y a un an, au moment de la crise de la réforme des retraites, je le rappelle. Et je rappelle aussi que c'est une question de priorité politique. C'est intéressant. Voilà. Vous voyez, on dit que le clivage droite-gauche a disparu, etc. Voilà un vrai clivage entre la droite et la gauche. La gauche veut mettre le paquet sur l'éducation. C'est un choix politique. Ce que ne dit pas la gauche et ce qu'on peut lui reprocher, c'est sur quoi elle met moins le paquet. C'est-à-dire sur quoi elle arbitre. Mais la droite fait pareil sur d'autres sujets. Sur l'éducation, on sait aujourd'hui que les enseignants français, à temps de travail égal, sont payés à peu près 60% de moins que les Allemands, 2 fois moins que les Espagnols. Il y a un vrai sujet de rattrapage et d'attractivité du métier d'enseignant dont on sait qu'il est essentiel pour non seulement l'éducation de nos enfants, mais pour la paix civile et pour la structuration de notre société. La question, c'est est-ce qu'on a décidé d'investir et est-ce qu'on investit sur l'éducation ? Ça pose des questions structurelles, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de distribuer de l'argent ou de distribuer des salaires, mais il faut peut-être en profiter pour restructurer le métier d'enseignant, le réorganiser leur formation, réorganiser leur recrutement, recruter des profils un peu différents. C'est là où on attend un grand projet de gauche, au-delà des effets d'annonce sur le doublement du salaire. C'est là où le Parti socialiste manque de travail. Le Parti socialiste a été paresseux depuis 5 ans. Parce qu'on ne peut pas arriver simplement à une élection présidentielle en disant « je vais doubler les salaires ». Même les enseignants attendent mieux que ça de la part d'un parti auprès duquel ils ont été si proches. Donc, oui, mais ça fait partie des priorités de gauche. Oui, l'éducation, la jeunesse doit être une priorité au centre de la gauche. Donc, je ne suis pas étonné par l'annonce d'Anne Hidalgo. Je suis étonné simplement peut-être de l'impréparation intellectuelle qui prévaut et de l'impréparation en termes de justification, parce qu'il faut nous dire ce qu'elle veut faire en doublant ce salaire. Voilà. Et c'est la même chose chez Jean-Luc Mélenchon, même si Jean-Luc Mélenchon, vous pourrez aller voir, la France Insoumise, on aime ou on n'aime pas, a travaillé son programme, il y a énormément de propositions qui sont très détaillées. Anne Hidalgo a débarqué un peu comme ça un dimanche en balançant cette nouvelle. Je pense qu'elle a plus été pensée par ses communicants que par des hommes et des femmes politiques. Alors, dignes de ce nom. Il nous reste 2 petites minutes. Je vais vous donner la parole chacun. Anne Hidalgo qui s'est déclarée hier à Rouen. Est-ce qu'elle a une chance, Anne Hidalgo ? Est-ce qu'elle peut être la surprise de 2022, Frédéric Sinclair ? Elle va être la surprise des petits partis, oui. Probablement qu'elle va faire 5% ou les autres feront 3%. Je pense que c'est un non-sujet, le PS. En réalité, si on veut regarder aujourd'hui les mouvements de gauche, il faut regarder les écolos et Jean-Luc Mélenchon. À mon avis, l'enjeu, il se trouve là. Le PS n'a pas fait son aggiornamento. Il y a un vrai besoin de réflexion, de proposition. Enfin, je veux dire, cette proposition du doublement des salaires montre vraiment... Nicolas Corato parlait d'impréparation. On en est vraiment là. À mon avis, il y a une non-histoire autour d'Anne Hidalgo, si ce n'est que je ne comprends pas pourquoi le PS l'a validée si facilement. C'est-à-dire que pour moi, il y aurait dû avoir débat. Elle ne me semble pas s'imposer d'elle-même. Alors, Nicolas Corato, qu'est-ce qui va être plus dur pour Anne Hidalgo, se débarrasser de son image de maire de Paris Moi, je pense que, quelles que soient les qualités ou les défauts d'Anne Hidalgo, de son programme, de son positionnement politique, imaginez dans la France d'aujourd'hui, en 2021, après les gilets jaunes, après le confinement, après les antipasses et antivax, qu'on pouvait préparer et présenter pour une campagne présidentielle la maire de Paris. Et je dis encore, quelles que soient ses qualités, ses défauts de femme politique et de son programme, ça me paraît complètement utopique. Et c'est un déni de réalité de ce qu'est le contexte politique français aujourd'hui. Elle peut retrouver son poste de maire de Paris après la présidentielle ou une fois qu'on lâche la... Oui, il y a le met entre parenthèses, pas de souci. Rien ne l'interdit, ça s'est déjà vu. Bon, très bien. Allez, merci à vous Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Merci au politologue Frédéric Sinclair. Dans un instant, le Loft Musique, Yvan Cujous qui reçoit le chanteur Gauvin Serres. On est les oubliés. Et voilà, c'est lui Gauvin Serres. Il fait le Loft Musique dans quelques minutes sur Sud Radio. À tout de suite.